Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Ouverture officielle de la campagne des législatives, un scrutin aux enjeux inédits après une présidentielle qui a rebattu les cartes du système politique actuel. Emmanuel Macron parviendra-t-il à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale? Quelle place pour les partis traditionnels? Analyse et débat à suivre. Le gouvernement a pied d'œuvre sur les dossiers économiques. Bruno Le Maire donne un peu d'air à l'équipementier GMS. Il promet de nouvelles commandes de PSA et Renault, alors qu'Emmanuel Macron recevra dès demain les partenaires sociaux sur la réforme du Code du travail. On en parle dans un instant. Le chantier a aussi débuté en matière de moralisation de la vie publique. François Bayrou a entamé les consultations. Le député Renaud Dauzière présente aussi ses propositions, parmi elles la suppression des emplois familiaux et la réserve parlementaire. Le détail dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter, le hashtag Politique360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct du Sénat et Oriane Mancini en direct du ministère de l'Agriculture. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite commencer notre multiplex politique et parlementaire avec Oriane Mancini. Vous êtes en duplex du ministère de l'Agriculture. Oriane, là aussi, les consultations ont commencé pour Jacques Mézard, le nouveau ministre de l'Agriculture, qui recevait aujourd'hui la FNSEA et sa nouvelle présidente, Christiane Lambert. Exactement Delphine, et même si Christiane Lambert et Jacques Mézard sont tous deux originaires du Cantal, eh bien c'est la première fois qu'ils se voyaient. Une rencontre studieuse selon les mots de Christiane Lambert qui est sortie satisfaite de ce rendez-vous. Elle n'a pas tari d'éloges sur le nouveau ministre de l'Agriculture, insistant sur son pragmatisme, sa volonté de sortir des dogmatismes, des idéologies. Le ministre est rentré dans les dossiers pour agir, être concret. C'est donc une relation de confiance qui s'est installée entre le nouveau ministre de l'Agriculture et le principal syndicat agricole. Quels ont été les premiers dossiers qui ont été abordés cet après-midi entre le nouveau ministre de l'Agriculture et Christiane Lambert ? Eh bien Delphine, au menu de cette première rencontre, un tour d'horizon à la fois des sujets urgents et des sujets à plus long terme. L'urgence, c'est d'abord de solder les dettes de Stéphane Le Foll à l'égard des agriculteurs victimes de retard de paiement. Autre urgence, c'est de venir en aide aux agriculteurs touchés par le gel et par la sécheresse. Sur ces deux dossiers, Jacques Mézard a été à l'écoute, mais le temps n'était pas encore venu d'annoncer des mesures concrètes. Sur les dossiers à plus long terme, la priorité pour la FNSEA, c'était la mise en place des états généraux de l'alimentation promis par Emmanuel Macron. Et sur ce sujet, Jacques Mézard a avancé sur le calendrier, comme le détaille Christiane Lambert. En plat de résistance, il y a la feuille de route qu'a définie M. Macron comme priorité première, les états généraux de l'alimentation, annoncés pour un des premiers chantiers, méthodologie avant l'été, et volonté d'avancer vite avec les producteurs, les transformateurs et les distributeurs et les consommateurs autour de la table pour parler de la création de valeur et de la répartition de la valeur avec des producteurs qui sont les éternels maillons faibles de cette chaîne-là et depuis 3 ans des coûts de production supérieurs au prix de vente pour les producteurs, ce qui n'est pas durable. Autre dossier très attendu, celui de la simplification. Jacques Mézard a annoncé un projet de loi en Conseil des ministres au mois de juin, au Parlement au mois de juillet. Et ce qui satisfait la FNSEA, c'est que cette simplification, elle ne concernera pas seulement les normes environnementales, mais également les procédures et les contrôles dans les exploitations. Véritable angoisse pour les agriculteurs. Enfin, autre annonce de Jacques Mézard, un plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour moderniser et dynamiser le secteur agricole. Vous le voyez Delphine, c'est donc un premier test réussi pour Jacques Mézard qui ne s'est pas exprimé devant la presse, fidèle sûrement aux consignes de silence imposées par Emmanuel Macron. Jacques Mézard qui poursuivra ses consultations tout au long de la semaine en recevant d'autres syndicats, notamment la Confédération paysanne et la Coordination rurale. Merci beaucoup Oriane Mancini. Alors Emmanuel Macron entame lui aussi les consultations. Dès demain, le chef de l'État rencontrera les partenaires sociaux. L'occasion pour le nouveau président d'aborder avec eux la réforme du droit du travail. Il veut la mener très rapidement, vous savez, alors que le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a d'ores et déjà prévenu qu'il refuserait une loi El Khomri XXL. Marie Brémaud. Si l'exécutif veut du changement, c'est maintenant ou jamais.
Le chantier du Code du travail démarre sur les chapeaux de roue pour tenter d'aller jusqu'au bout. Mesure phare du programme d'Emmanuel Macron, la réforme s'annonce sensible. C'est donc une course contre la montre qui s'engage et du côté du patronat, on tire les leçons des expériences passées. On voit bien que la loi El Khomri, elle a duré plus de 6 mois. Ça a été difficile dans un contexte politique complexe. Oui, probablement maintenant, il y a une forme de maturité pour pouvoir réformer ce code du travail et d'aller vite parce que les entreprises attendent. Il faut faire en sorte que ça puisse être effectif le plus tôt possible car la croissance est là et maintenant on pourrait bénéficier de ce regain dynamique avec un code du travail plus flexible, plus souple que demandent les entreprises. Macron, c'est fini et t'as même pas commencé. Déjà échaudés par la loi Macron et la loi El Khomri du quinquennat passé, les organisations syndicales se méfient d'une libéralisation à tout va du code du travail. Mais elles restent également prudentes sur la méthode employée. C'est quand même un peu fort de café de discuter d'un texte aussi essentiel pendant que les salariés sont en congé. Donc la méthode n'est pas bonne. Après, sur les ordonnances, il y a des priorités. Le code du travail n'est pas une priorité en tant que tel. Si le gouvernement veut agir par ordonnance pour placer le SMIC à 1 800 €, il n'y a pas de problème. Hein. Si on vous consulte, mais voilà, on a décidé, ce sera comme ça, il y aura problème. Donc j'attends de voir. Premiers éléments de réponse demain, puisqu'Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée les principaux partenaires sociaux. Un président de la République qui mouille la chemise pour une réforme emblématique, mais également à haut risque. Sursis pour l'équipementier GMS menacé de liquidation judiciaire. Bruno Le Maire, le nouveau ministre de l'économie, a annoncé hier que les constructeurs automobiles, PSA et Renault, s'étaient engagés à augmenter leurs commandes, de quoi donner un peu d'air à cette usine de la Creuse. Nelson Géten. C'est une première victoire pour les salariés de GM&S, mais également pour le nouveau ministre de l'économie. Bruno Le Maire a annoncé avoir obtenu des patrons de PSA et Renault une augmentation de leurs commandes pour l'entreprise de la Creuse. Il fallait impérativement qu'il y ait de nouvelles commandes de la part de Peugeot et de Renault. C'était une négociation pas forcément très simple. C'est bien qu'il y ait de nouvelles commandes. Ça donne de l'air à l'entreprise. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, il faut assurer dans le temps la pérennité de l'entreprise. Et ça, je crois que tous les salariés, tous les syndicats ont parfaitement conscience qu'il y aura des efforts supplémentaires à faire. Mais une étape après l'autre. Auprès du ministre, PSA s'est engagé à augmenter ses commandes de 10 à 12 millions d'euros. Tandis que Renault a promis de doubler les siennes, passant de 5 à 10 millions d'euros. Pour la CGT, ces annonces sont synonymes de sursis et ne sauveront pas l'usine et ses 277 emplois. Pour pérenniser l'emploi et puis le site, il faut beaucoup plus. On irait plus sur du 36 millions. Nous, on avait demandé 40 millions. Mais voilà, donc il en manque. Les salariés qui occupent le site depuis 10 jours organisent une manifestation demain avant leur audience au tribunal de commerce de Poitiers. Ces nouvelles commandes devraient néanmoins permettre d'éviter une liquidation judiciaire de l'entreprise. Bruno Le Maire qui est aujourd'hui à Berlin. Le ministre de l'économie a annoncé la constitution d'un groupe de travail chargé de faire des propositions concrètes pour progresser dans l'intégration de la zone euro. Il l'a dit lors d'un point presse avec son homologue allemand Wolfgang Schäuble. On l'écoute. Nous allons regarder ensemble, dans le cadre de ce groupe de travail, la question de la convergence fiscale, qui nous tient très à cœur. Là aussi, ce sont des sujets dont on parle depuis des années, mais cette fois-ci, nous allons les prendre à bras-le-corps pour que les choses avancent concrètement. Nous allons regarder en deuxième lieu la question de la coordination des politiques économiques. Chacun voit bien qu'on ne peut pas avoir une zone monétaire avec 15 politiques économiques différentes. Nous savons tous les deux que notre devoir, c'est de faire avancer l'Europe dans une période certes favorable, mais qui a aussi ses grands défis. Et dans ce cadre, nous savons que le renforcement de l'union monétaire est absolument nécessaire. Noura Madi nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Noura, spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. On vient d'entendre lors de cette première visite de Bruno Le Maire, il a réaffirmé la position d'Emmanuel Macron, celle qui avait déjà été énoncée lors de sa première rencontre avec la chancelière allemande. Exactement, il y a pile poil une semaine Delphine, première visite à Berlin pour le nouveau ministre de l'économie, donc et premier échange en allemand dans le texte puisque Bruno Le Maire est germanophone, ce qui a bien entendu fait son petit effet sur la presse allemande et qui a permis d'afficher à l'image de la semaine
semaine dernière, Emmanuel Macron et Angela Merkel, l'unité du couple franco-allemand face aux défis aujourd'hui. Donc on a entendu quelques parties, en fait quelques-unes des propositions donc faites par Wolfgang Schäuble et Bruno Le Maire. Donc la création d'un groupe de travail qui devra faire des propositions très concrètes, donc pour favoriser l'intégration de la zone euro, la convergence fiscale, la coordination des politiques économiques. Mais il est question aussi d'investissement franco-allemand pour favoriser l'emploi et la croissance. Et enfin, ils ont déclaré qu'ils souhaitaient également ouvrir le chantier institutionnel d'un gouvernement de la zone euro, un ministre de la zone euro et un parlement surtout de la zone euro. Ces propositions seront présentées dans le cadre d'un Conseil des ministres franco-allemand qui devrait se tenir en juillet prochain pour renforcer entre autres l'union monétaire. Pourquoi l'approfondissement de la zone euro est-il devenu un enjeu, Nora? Eh bien, tout simplement, Delphine, parce que l'Union européenne s'est fait très peur ces derniers mois. On se souvient de l'Autriche, des Pays-Bas, de la France il y a quelques semaines, où l'Italie, les partis d'extrême droite sont extrêmement forts. L'europhobie monte, et notamment dans le cadre de gouvernements nationalistes ou populistes qui sont au pouvoir en Europe centrale. Donc, il faut absolument freiner ça, notamment depuis qu'on a vu que le Brexit était une réalité. La sortie d'un pays de l'Union européenne est aujourd'hui une réalité. De fait, le risque de démantèlement est tellement fort qu'il faut absolument une relance. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, le disait déjà il y a 3 ans, sauf que depuis, rien ne s'est vraiment passé. Donc là, Emmanuel Macron a pris le problème à bras-le-corps et va pousser ses homologues européens à effectivement aller de l'avant. Et rien de plus facile que sur la zone euro, qui est finalement la zone déjà la plus intégrée. 19 pays, une seule et même monnaie, mais il n'y a pas de politique commune. On vient d'entendre Bruno Le Maire le dire. Donc de fait, il faut faire en sorte de mettre en place un pilotage économique avec un parlement de la zone euro et une convergence des politiques qu'il faudrait mettre en place sur ces pays. On le voit très bien par exemple sur la crise grecque. En ce moment est réuni un Eurogroupe qui doit déterminer les mesures d'austérité à mettre en place en Grèce et la possibilité ou non de restructurer la dette grecque. Tout ceci se décide à 19 avec le FMI, la BCE, la Commission européenne, sans aucun contrôle démocratique. Et à 19, on voit à quel point ce dossier par exemple de la dette grecque entre autres a été en fait un élément qui a conduit les Européens à regarder avec suspicion la zone euro, à regarder avec suspicion leurs gouvernants. Donc la nécessité aujourd'hui, c'est effectivement d'aller plus vite, plus loin, pour contrer la montée des populistes en Europe, donc faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie dans ces institutions. Merci beaucoup, Nora, pour votre analyse. On en vient à présent à notre page consacrée à l'actualité politique avec le coup d'envoi de la campagne pour les législatives. La nomination d'Édouard Philippe à Matignon et de 2 ministres LR au gouvernement complique la donne à droite. Elle va pourtant essayer d'obtenir une certaine cohabitation. Flora Sauvage. Cacher à tout prix des divisions. Depuis sa défaite, au soir du 23 avril, la droite se cherche. Au parc floral de Vincennes ce week-end, le parti Les Républicains tenait son seul et unique meeting national pour la campagne des législatives dans une ambiance morose. Je voudrais que nous donnions à la France une majorité de droite et du centre. Je voudrais que nous donnions au pays un gouvernement de droite et du centre. Au fond, je voudrais qu'Emmanuel Macron ait la majorité qu'il faut à la France. Une majorité sans ambiguïté, sans faux-semblants, une vraie majorité, et non une majorité de circonstances, de rencontres et d'ambitions personnelles. À droite, la bataille pour la cohabitation est lancée, mais les critiques pleuvent déjà. Je pense que le parti LR, il a besoin d'être vu de fond en comble, du sol au plafond, il faut tout recommencer. Pour faire quoi? Et de toute façon, au lendemain du 18 juin, quoi qu'il arrive, il faudra tout réorganiser. Pour faire quoi? Pour faire que les voix différentes soient mieux entendues, pour faire qu'il n'y ait pas une seule ligne avec le doigt sur la couture du pantalon. Difficile de maintenir la cohésion du parti face à un Premier ministre qui se revendique de droite. Ce matin, dans le quotidien Paris-Normandie, Édouard Philippe met en garde les Français contre une absence de majorité pour Emmanuel Macron. S'il n'a pas de majorité en juin prochain, la France devrait revenir aux discussions et marchandages entre partis. Je ne le souhaite vraiment pas parce que ce n'est pas l'intérêt de la France et que ce serait le retour à un certain esprit de la 4e République. C'est la hantise du Premier ministre, car une absence de majorité à l'Assemblée nationale rendrait très difficile l'adoption de ces réformes. Et première réaction en direct à cette actualité, on retrouve tout de suite Saveria Rojek. Vous êtes aux côtés du sénateur LR, Gérard Longuet, c'est à vous. Bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Vous dites souvent que la politique, c'est une affaire de tension. Comment vous sentez ces législatives? Est-ce que les Républicains, est-ce que votre parti sauront éviter l'implosion? Ah oui, tout à fait. Je crois vous en êtes convaincu? Tout à fait convaincu, parce que c'est aux électeurs de choisir leurs députés. Le président de la République a été élu. Les législatives ne sont pas
une revanche, un troisième tour de la présidentielle. C'est l'occasion pour les citoyens français de choisir librement les députés dont ils pensent qu'ils pourront les représenter. Et j'ajoute que ces députés soutiendront ou combattront le gouvernement, mais le tout dans une relation parfaitement civique. On vient de le voir dans le sujet, Édouard Philippe, hier, dans une interview, estime qu'il se sent à l'aise, qu'il est en cohérence avec ses idées, qu'il va faire campagne pour donner à Emmanuel Macron une majorité. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais ce n'est pas vrai. Ou alors il n'a pas approfondi son programme précédent. La différence profonde entre la démarche des Républicains que François Fillon a portée, mais que les Républicains soutiennent, c'était diminuer la dépense publique pour pouvoir diminuer effectivement les impôts. Rien de cela dans le programme aujourd'hui du président Macron. Et d'ailleurs, Édouard Philippe n'a pas convoqué le Parlement pour expliquer à l'Assemblée et au Sénat quel était son programme. Et de la même façon, aucun effort pour améliorer la force de travail française, c'est-à-dire plus de Français au travail, travailler plus tard, commencer plus tôt, travailler plus souvent. Or, ce sont ces deux clés qui commandent la réussite française. Néanmoins, Gérard Longuet, qu'est-ce que vous répondez à vos électeurs sur le terrain qui sont un peu perdus avec 3 personnalités de droite au gouvernement? Ils ne savent pas trop pour qui voter. Qu'est-ce que vous répondez à ces électeurs de droite? S'ils veulent 22 personnalités de droite au gouvernement, il suffit de nous donner la majorité républicaine et du centre. À ce moment-là, ils auront une large représentation et pas simplement des échantillons d'ouverture en quelque sorte. Demain, Emmanuel Macron reçoit syndicats et patronats pour lancer la réforme du droit du travail. Oui, là on arrive dans le vrai. Voilà. Est-ce que vous leur souhaitez de réussir? Est-ce que la droite va soutenir cette réforme? Alors, totalement. La réforme du droit du travail est d'abord une priorité absolue. Et sur ce terrain, j'ai le souvenir qu'Emmanuel Macron avait dit des choses assez responsable, eh bien, s'il a le courage de les mettre en œuvre, moi je suggérerais aux députés, et en tant que sénateur, je soutiendrai une telle réforme, oui. Très rapidement, pour finir, Gérard Longuet, un mot sur l'international avec cette visite très médiatisée de Donald Trump dans le Golfe et en Israël. Est-ce que Donald Trump peut réussir là où Barack Obama avait échoué et a échoué? Il a choisi son camp. Il a choisi le camp des monarchies sunnites et manifestement, et Israël, les deux à la fois. C'est un choix qui n'englobe pas la totalité des tensions de cette région. Et je pense qu'il gardera des liens avec Israël et avec l'Arabie Saoudite, qui sont les deux alliés traditionnels. Il joue la sécurité, il ne joue pas l'innovation. Mais il ne va pas réussir à relancer le processus de paix par cette visite, c'est ça que vous nous dites? J'ai peine à le croire parce qu'on ne peut rien faire dans cette partie du monde sans l'Iran. Et sans doute sans la Turquie. Et de ce point de vue, l'ouverture de Trump est une ouverture partielle. Très bien. Merci Gérard Longuet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saverien, pour cette réaction. Alors voilà pour les enjeux à droite. Qu'en est-il à présent à gauche? La gauche qui joue aussi sa survie lors de ce scrutin des législatives. Le PS moribond va essayer de limiter la casse alors que la France insoumise espère bénéficier de sa dynamique issue de la présidentielle. Mais l'absence d'accord avec le Parti communiste pourrait l'obliger à revoir ses ambitions à la baisse. Sandra Cerquera. Avec 284 députés sortants, le Parti socialiste s'attend à vivre une nouvelle déroute aux législatives. Jean-Christophe Cambadélis s'assure que le parti devrait dans la foulée changer de nom. Je pense que le Parti socialiste va se refonder, se reformuler, se restructurer, qu'il y aura beaucoup de travail. D'autant qu'une quinzaine de candidats investis par le PS s'affichent comme des soutiens à Emmanuel Macron. Ils n'auront d'ailleurs pas d'adversaire, La République En Marche, face à eux. C'est le cas de Myriam El Khomri. Sur son affiche, le logo du parti est relégué en bas à droite, alors que le nom du président est lui bien visible. Marisol Touraine, elle, dissimule tout signe d'appartenance au PS, mais se revendique candidate de la majorité présidentielle avec Emmanuel Macron. Une situation inacceptable pour Julien Drey. Il appelle à la mobilisation pour que le PS puisse faire contrepoids à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait des députés socialistes forts dans l'Assemblée nationale, parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui ait lieu à l'intérieur de l'Assemblée. Des divisions aussi entre partis communistes et France Insoumise. Mais malgré l'absence d'accord, le PCF se désiste dans certaines circonscriptions, comme à Marseille face à Jean-Luc Mélenchon, et même à Trappes face à Benoît Hamon. Tout cela avec l'objectif de créer une force la plus large possible face à Emmanuel Macron et à ses soutiens de droite. Et à l'intérieur de l'élection de tous ces députés, nous pensons qu'il est possible de doubler
le nombre de députés communistes du Front de gauche, c'est-à-dire d'en élire une vingtaine. Les écologistes ont aussi déposé 459 candidatures. Dans certaines circonscriptions, s'affrontent jusqu'à 4 candidats de gauche. De quoi revoir sérieusement à la baisse les ambitions de chacun. Et je vous propose d'écouter la réaction de la présidente du groupe communiste au Sénat, ici la sénatrice Éliane Assassi, qui était au micro de Saveria Rojac. On l'écoute. Bonjour Éliane Assassi. Bonjour. Alors, il n'y aura donc pas un d'accord pour les législatives entre la France insoumise et le Parti communiste. Pierre Laurent a qualifié récemment la stratégie de Jean-Luc Mélenchon pour cette campagne de machine à perdre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme ? Oui, croyez-moi, j'œuvre depuis un moment pour qu'il y ait effectivement des candidats de rassemblement aux élections législatives et malheureusement, force est de constater que on échoue, c'est un échec et donc je le regrette profondément parce qu'on avait quand même une grande possibilité après les résultats de l'élection présidentielle que d'avoir des députés communistes, Front de gauche, insoumis en lice pour les élections législatives, des candidatures communes. Ce ne sera malheureusement pas le cas, mais moi je porte l'ambition en tout cas qu'on ait un grand nombre de députés communistes, Front de gauche, France insoumise ensemble à l'Assemblée nationale au soir du 18 juin. Vous pariez sur une vingtaine de députés. La presse, néanmoins, a révélé récemment un message que Jean-Luc Mélenchon a envoyé à Pierre Laurent. Vous êtes la mort et le néant. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle ? Mais non, la question n'est pas là. Moi, je regrette que Jean-Luc puisse tenir de tels propos. Parce que d'autant qu'il a été un très bon candidat à l'élection présidentielle, on ne peut pas le nier. Donc moi je regrette qu'on puisse tenir en politique, de façon générale, ce genre de propos. Donc, mais je ne regrette pas d'avoir donné mon parrainage à Jean-Luc Mélenchon et je ne regrette pas d'avoir voté pour lui. En tout cas, je l'appelle aujourd'hui à un peu plus de modération. Parce que je rappelle aussi qu'il n'y a pas d'automaticité entre un vote à une élection présidentielle et un vote à une élection législative. Alors, Emmanuel Macron recevra demain à l'Élysée syndicats et patronat. Dans quel état d'esprit vous abordez cette nouvelle loi travail qu'Emmanuel Macron veut donc, on le sait, faire voter très rapidement? Il y a deux choses. Il y a la loi travail, donc les contenus d'un futur projet de loi, et puis il y a la façon de faire. Et je pense que ceux qui nous connaissent ici au Sénat ont dû noter que nous sommes fermement opposés, quel que soit le gouvernement, à ce qu'on légifère par ordonnance. Donc voilà, ça c'est la première chose. Nous n'accepterons pas les ordonnances et nous ne voterons pas une loi d'habilitation. Donc votre réponse, ça sera déjà la rue, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui ? C'est pas à moi de le décider. Je laisse en tout cas aux syndicats le soin de décider des formes d'action qu'ils vont décider pour s'opposer à la fois à la loi d'habilitation, aux ordonnances et au contenu, c'est-à-dire à une réforme du Code du travail. Mais bien évidemment, si tel est le cas, s'il y a des journées d'action qui sont prévues, nous soutiendrons en tout cas les syndicats qui appelleront les salariés et les non-salariés à se mobiliser contre cette réforme. Et très rapidement, François Bayrou, le nouveau garde des Sceaux, met en route aujourd'hui le grand chantier sur la moralisation de la vie politique. Est-ce que vous allez, oui ou non, tout simplement soutenir cette réforme ? On va regarder d'abord ce qu'il y a dans cette réforme. Moi, il y a une mesure pour laquelle j'ai déjà donné mon opinion, c'est-à-dire que cette interdiction d'embaucher des membres de sa famille, en tout cas très proche famille, etc. Ça, voilà, là-dessus, nous avons toujours dit, et j'ai toujours dit que j'étais opposée à l'embauche de proches. Mais après, excusez-moi, mais moi je ne connais pas bien le contenu d'un texte que voudrait nous présenter Monsieur François Bayrou. Mais je le redis encore avec force, si ça va dans le bon sens, on votera en faveur d'un texte. Si ça ne va pas dans le bon sens, si c'est pour mettre les politiques au pilori ou sortir un projet de loi qui frôle le populisme, ce sera non. Très bien. Merci beaucoup, Éliane Assassi. Merci. Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt. Et le Front National part aussi en campagne après le mea culpa de Marine Le Pen sur TF1. Le parti frontiste élude à présent la question de la sortie de l'euro, quitte à fragiliser son vice-président Florian Philippot. Le détail avec Stéphane Amalian. Pour la première fois, Marine Le Pen envisage un départ de Florian Philippot.
Le numéro 2 du FN fait de la sortie de l'euro une priorité absolue alors que le parti s'apprête à réexaminer sa position sur la question de la monnaie unique. Il exprime une conviction qui est une conviction forte et après tout, il ira au bout de ses convictions. Et si demain, les adhérents du Front National décidaient qu'on doit abandonner cette partie-là, il ne se sentirait plus en accord avec ses convictions. Mais je trouve que c'est tout à son honneur. Le numéro 2 du parti a d'ailleurs créé son mouvement, les Patriotes, au sein du Front National. Objectif, peser lors du congrès. Aujourd'hui, Florian Philippot maintient ses menaces de départ comme un ultimatum adressé au parti. Si finalement nous sommes un parti fédéraliste européiste, oui c'est sûr que c'est plus qu'une ligne si vous voulez. Je ne me suis pas engagé pour que la France soit sous tutelle de l'Allemagne et de la Commission européenne. Du chantage pour Nicolas Bay qui appelle à l'unité avant les élections législatives. Moi je regrette ce genre de propos, je pense qu'il est parfaitement inutile et surtout en campagne électorale où l'heure est à la mobilisation. Il ne faut pas se tromper d'échéance, on est à 3 semaines du premier tour de la législative, oui. 1 mois du second tour. Donc l'ensemble de nos troupes, l'ensemble de nos candidats dans toutes les circonscriptions de France sont mobilisés vers cette échéance-là et le débat viendra après. Le parti tente tant bien que mal de maintenir une unité de façade jusqu'au 18 juin, date du second tour des législatives et du début de la grande explication. Et quelle majorité pour Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale? On en parle tout de suite avec mes invités dans le premier débat. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Legrin. Bonsoir, vous êtes candidate de la France Insoumise à Paris dans la 16e circonscription, celle de Jean-Christophe Caron-Badalis, mais celle aussi de M. Majoubi qui représente donc la République En Marche, nouveau secrétaire d'État au numérique. Également sur ce plateau, Camille Bedin, bonsoir, vous êtes candidate LR dans la 4e circonscription des Hauts-de-Seine, merci d'être avec nous. Merci. Sandrine Mastier est également sur ce plateau, bonsoir, vous êtes députée de Paris, candidate à votre réélection dans la 8e circonscription de Paris. Également avec nous, Jérôme Rivière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la campagne pour le Front National, vous-même candidat dans la 6e circonscription du Var. Et enfin, Éric Alphen, bonsoir. Vous êtes candidat En Marche dans la circonscription Caen-Est et vous êtes ancien juge anti-corruption. Première question d'ailleurs pour vous, Éric Alphen, puisqu'on voit que ce pari est risqué pour Emmanuel Macron, avoir une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette campagne? Quelle est votre stratégie? Vous qui êtes un visage qui incarnait ce renouvellement voulu par le nouveau chef de l'État. La stratégie, elle est simple. Il suffit d'aller à la rencontre des gens, de voir l'accueil qui est vraiment très favorable et très positif, de voir aussi les équipes d'En Marche qui ont labouré le terrain avant notre arrivée, donc ça facilite grandement les choses. D'autant que vraiment ils sont très compétents et très dynamiques. Et du coup, c'est vrai que l'état d'esprit, il est simple, il est très optimiste. Est-ce que vous diriez qu'il y a un changement d'état d'esprit aussi chez les électeurs après l'élection d'Emmanuel Macron? Les gens sortent de chez eux. Ça a été le grand effet En Marche. Ils étaient calfeutrés chez eux, ils sont sortis, ils s'intéressent à nouveau à la chose politique. Et sur les marchés, quand on leur dit il faut plus d'hommes et de femmes politiques professionnels, il faut des gens qui ont travaillé avant, qui ont fait autre chose et qui vont apporter leur expérience, ils disent vous avez raison. Camille Bedin, cette recomposition politique, elle rend la campagne plus difficile cette fois pour le parti Les Républicains. On voit que les électeurs peuvent être perturbés par l'appel notamment de nombreux parlementaires aussi LR, d'élus, à accepter la main tendue par Emmanuel Macron. Écoutez, d'abord simplement une réaction. Moi, il se trouve que dans ma circonscription de Nanterre-sur-Aisne, la candidate En Marche est elle-même un emploi familial puisqu'elle est attachée parlementaire de son père sénateur. Voilà, donc simplement pour soulever le décalage profond entre le discours du renouvellement et les actes. Voilà, moi j'ai 31 ans et je travaille dans le privé. Une exception ne fait pas la règle. En l'occurrence, le renouvellement, et Emmanuel Macron n'a pas le monopole du renouvellement. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous sommes dans un état d'esprit, nous, et puis en particulier les jeunes élus, de reconstruire un discours très clair sur nos valeurs, sur un programme fort, par exemple de baisse massive de la dépense publique ou de baisse massive des impôts. C'est pas rendu quand même un peu plus compliqué ce message à faire passer auprès des électeurs avec la nomination d'Édouard Philippe, de la présence de deux ministres LR au gouvernement? Non, parce que je vais simplement au bout. La différence entre Édouard Philippe et nous, c'est que nous, nos valeurs, on les assume jusqu'au bout. Et qu'en revanche, on est capable d'être constructif. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui acceptons la main tendue d'Emmanuel Macron, c'est nous qui faisons des propositions pour que ce quinquennat aille dans le meilleur sens possible. Nous serons constructifs dans ce sens-là. La simplification du Code du travail, si je suis députée, je la voterai. Et beaucoup de jeunes élus comme moi la voteront également. Simplement, donc vous êtes prêt à soutenir vers le haut la majorité présidentielle ce quinquennat.
Je suis prêt à le soutenir quand les réformes vont dans notre sens et à pousser pour qu'ils y aillent le plus possible pendant les 5 prochaines années. Sandrine Mastier, on voit que c'est difficile peut-être à droite. Comment ça se passe pour vous au sein du Parti socialiste? On voit aussi cette menace que fait peser ces nouveaux candidats de La République En Marche. Vous savez, le sein du Parti socialiste est le cadet de mes soucis. Moi, je m'engage pour mes concitoyens. Et donc, sur le terrain, il y a des interrogations, objectivement. Parce que nos concitoyens ont été épuisés par une année de campagne entre les primaires de la droite, de la gauche, l'élection présidentielle avec toutes les affaires, Fillon, Le Pen. Voilà, donc nos concitoyens sont déboussolés et ils ont besoin de repères. Et ils nous interpellent, ils nous interrogent sur justement ce qui est bon pour le pays. Ces repères-là, est-ce qu'ils ne sont pas un peu brouillés, pardon Sandrine Mastier? On voyait dans les reportages certains candidats PS, le cas de Myriam El Khomri, qui affiche clairement le soutien du PS, d'autres comme Marisol Touraine. Ils sont brouillés par des formes d'à-coups, effectivement, dans la campagne. Vous, par exemple, sur votre affiche de campagne, est-ce que vous êtes clairement identifié Parti socialiste? Oui, moi je suis la gauche utile pour la République, Parti socialiste, Génération écologie, Union des démocrates et écologistes. Voilà, moi je suis clairement de gauche, mais d'une gauche constructive qui agit, qui propose, qui transforme. Moi Donc vous êtes tous prêts finalement, quand on vous écoute, à apporter votre soutien à Emmanuel Macron sur certains points à l'Assemblée nationale en cas de victoire? À quoi servent les parlementaires? Et peut-être qu'on peut le repréciser ici. Pas à voter au canon ce que leur demande l'exécutif et uniquement ce que leur demande l'exécutif. Dans l'état de droit, il y a un équilibre des pouvoirs, une séparation des pouvoirs. Je me tourne vers Éric Alphen, ancien magistrat, donc qui est forcément respectueux de la séparation des pouvoirs. Des parlementaires, ça doit examiner et se déterminer en conscience. Mais vous savez bien qu'on sort aussi d'un quinquennat abîmé par les frondeurs. Je vais donner la parole à Sarah Legrin. C'est que dans la perte de repères, qu'il y ait un Premier ministre qui a voté contre la loi de transparence que nous avons, adoptée, qui créait par exemple une agence anticorruption, qui a établi un statut protecteur des lanceurs d'alerte. Ça brouille les repères. Donc qu'il y ait que le choix du président de la République ait été de confier Matignon, mais aussi l'économie, les finances publiques, l'éducation nationale à des personnes issues de la gauche, de la droite. Ça trouble les repères. Et donc, effectivement, il y a besoin. C'est certainement voulu, je pense. Sarah Legrin, pour rééquilibrer les choses à l'Assemblée nationale. Comment vous pensez bénéficier de la dynamique qui a été celle de Jean-Luc Mélenchon pendant toute cette campagne présidentielle? Est-ce qu'elle est encore là, même après l'élection d'Emmanuel Macron, qui, on le voit, rebat les cartes un peu partout, à droite et à gauche? Bien sûr qu'elle est encore là. Elle est plus que jamais là, j'ai envie de dire. D'abord parce que, justement, dans le paysage que vous avez dressé de troubles, dans des affaires, mais aussi des primaires qui ont épuisé les Français, mais nous sommes ceux qui, depuis un an, avons proposé un programme, avons convaincu sur notre programme, avons réussi à mobiliser 7 millions de voix d'adhésion pour un programme et qu'évidemment que ces électeurs-là sont en attente que ce programme continue de s'exprimer. Et j'entends qu'ici, à peu près, visiblement, toutes les personnes qui ont parlé avant moi sont prêtes à être force de proposition au sein de l'Assemblée nationale. Je crois que nous pouvons nous prévaloir d'être force de proposition, puisque ce programme-là, il a réussi à même remobiliser vers les urnes un certain nombre d'électeurs. Il a réussi à redonner espoir dans les institutions, alors même que tout faisait peser un discrédit sur ces institutions. Quand vous dites que les frondeurs ont abîmé, excusez-moi, je crois que c'est la Ve République, et les abus qui ont été faits de toutes les possibilités qu'elles ont de captation du pouvoir par quelques-uns, qui ont épuisé les Français. Et nous, justement, ce que nous constatons, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron et surtout la nomination d'un gouvernement où, clairement, la droite à la part belle a plutôt déboussolé les électeurs d'Emmanuel Macron que nous pouvons rencontrer et a plutôt renforcé la volonté de nos électeurs et de tous ceux qui en fait se sont portés, y compris sur le programme de Benoît Hamon, qui était un programme qui sont perçus comme un programme de gauche et d'alternative à ce qui a été fait sous François Hollande. Ces gens-là, je crois, n'ont pas envie qu'Emmanuel Macron ait une majorité et ait la possibilité de demander aux députés de se bâillonner eux-mêmes et des députés prêts à se bâillonner eux-mêmes par les ordonnances. Et donc nous incarnons
cette alternative-là. Sur ce point, Jérôme Rivière, on sait que le Front National aussi joue gros. Comment continuer à bénéficier de la dynamique de cette présence au second tour de Marine Le Pen aux législatives? Si vous voulez, s'il faut remettre, c'est redire les raisons pour lesquelles nous sommes candidats aux élections législatives. C'est soit pour se situer dans la majorité du président de la République, soit pour être dans l'opposition. C'est un fonctionnement sain. Les électeurs doivent savoir quels sont ceux qui vont soutenir, par principe, les propositions du président de la République, tout en les amendant éventuellement, mais qui les soutiennent. C'est de la loyauté vis-à-vis de sa couleur politique. Et ceux qui vont se situer dans l'opposition, combattant en raison des propositions qu'il a pu faire à l'occasion des élections présidentielles, son programme. Mais sur quel programme? Puisqu'on voit que l'électeur aussi Front National peut être perdu avec les évolutions sur la sortie de l'euro. Pas du tout. À gauche, les choses sont très claires. On a plutôt une convergence d'opinion tendant à soutenir le président de la République de façon constructive, de façon positive, quels que soient les termes. Ce qui est important, c'est de clarifier ce qui se passe à droite. Aujourd'hui, je prendrai l'exemple que vous avez un exemple d'un tweet récent que vous avez fait, Madame Beudin, expliquant que par avance, vous voteriez la loi sur la moralisation politique. Alors si oui, bien sûr, on peut se réjouir de moraliser la vie politique. Je ne veux pas donner de carte en blanc. Vous ne la voterez pas, vous, Jérôme Rivière, cette loi? Je ne connais pas le texte, donc par avance, je ne dis pas. Mais c'est bien la différence. Ouais. Quand vous êtes opposant, vous attendez de voir le texte, vous décortiquez les choses et vous expliquez si oui ou non un certain nombre de choses vous conviennent. La position des Républicains aujourd'hui, elle est très simple. Elle est de dire par avance, sur de nombreux sujets, la moralisation de la vie politique, vous le disiez tout à l'heure, la loi travail. Par avance, c'est une sorte de carte en blanc, de carte en blanc qui est donnée au président de la République en disant on sera constructif. Non, nous nous situons résolument dans l'opposition sur un certain nombre de sujets qui ont été développés pendant la campagne des présidentielles, que ce soit l'immigration, que ce soit l'islamisation de la vie politique française. Et sur l'euro, alors, est-ce qu'il y a un changement aussi là de dialogue, de discours, très clairement, pour le coup, les institutions, l'euro, c'est les traités. Les traités, c'est le gouvernement, c'est absolument pas l'Assemblée. Donc si un jour la question nous est posée... des ratifications, des questions... S'il y a une ratification, on en parlera. Aujourd'hui, pourquoi nous nous battons, c'est ce qui concerne les parlementaires, et les parlementaires ne sont pas concernés par la question des traités. Mais juste une réponse, pardon. Camille Beudin et ensuite Eric Alphen. C'est sur cette question. Allez-y, Camille. Je crois que ce que nous ne voulons plus, c'est encore 5 ans pour rien. On vient de faire un quinquennat absurde qui n'a absolument rien changé au pays, qui a aggravé la situation économique et sociale. La question, c'est comment on fait pour que ce prochain quinquennat ne soit pas un quinquennat pour rien. Et moi, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, je suis de droite, je suis républicaine, que je vais attendre 5 ans pour bouger. C'est pas vrai. Donc oui, quand il y a des textes qui m'apparaissent positifs, je les voterai. Et effectivement, j'attendrai le détail parce que moi, j'aimerais bien l'amender pour que, par exemple, la fonctionnarisation de la vie politique ne soit plus permise dans notre pays. Mais je m'opposerai, pas du tout. Je m'opposerai à un certain nombre de réformes, comme la hausse des impôts, en particulier la hausse de la CSG que propose Emmanuel Macron. Éric Alphen, sur ces questions de moralisation de la vie politique, finalement, le seul contre-pouvoir à l'Assemblée nationale, ça viendra du Front National, selon vous? Alors, je voudrais revenir 2 secondes sur ce qui a été dit. Je n'ai pas été un juge bâillonné et je n'envisage absolument pas, si les électeurs me font confiance, d'être un député bâillonné. Les ordonnances. Est-ce que vous avez signé un document, monsieur? Non, est-ce que vous avez signé un document? Non, mais il n'y avait quasiment rien. Disant ce que vous aviez voté. Est-ce que je peux finir ma phrase, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous êtes déjà bâillonné? Voilà. Mais la preuve que non, c'est que je vous réponds, je ne suis pas du tout bâillonné. Alors allez-y. Les ordonnances. On a l'air de découvrir les ordonnances dans la Constitution qui sont depuis très longtemps, depuis 1958, et qui prévoient tout simplement que le Parlement intervient d'abord pour autoriser, puis le gouvernement prépare sa copie et le Parlement est à nouveau saisi. Donc ça n'a rien à voir avec le 49.3. Et c'est tout simplement parce que le pays a besoin d'être réformé et que d'habitude les lois prennent un temps fou. Il y a des amendements, parfois pour une virgule ou pour un mot. Il y a des... pas de mépris pour le travail parlementaire. Il ne s'agit pas du tout de mépris, il s'agit de dire que les Français n'y comprennent plus rien. Ça fait des années qu'il y a une espèce d'immobilisme dont il faut sortir. Alors je prends... Le regard extérieur doit être de l'attitude positive de la candidate Les Républicains, mais... Il ne s'agit pas de donner des blancs-seings, il s'agit de voir quels sont les textes qui vous plaisent et d'avoir une attitude constructive. Donc effectivement, a priori, la France a grandement besoin d'une moralisation de la vie politique. Il y a eu des abus qui datent depuis 40 ans, avec des gens qui étaient au pouvoir pendant trop longtemps, qui ont fait venir leur famille, qui ont donné des renvois d'ascenseur aux gens qui les ont aidés. Et c'est avec tout ça
qu'il faut en terminer et c'est urgent d'agir. Ouais. C'est vrai que c'est un projet actuellement qui est porté par le gouvernement Macron. On a vu François Bayrou qui a entamé aujourd'hui les consultations et qui présentera prochainement un projet de loi. C'est très bien. Moi, pour avoir déposé des amendements, et c'est le travail aussi d'un parlementaire de déposer des amendements, j'ai des tas d'idées, déjà si elles ne sont pas contenues dans le texte, à proposer. Par exemple, je vais demander à Éric Alphen, s'il était élu, est-ce qu'il voterait la proposition de loi que j'ai déposée très récemment pour que la prescription en termes de délinquance économique et financière, démarre à la découverte des faits et non pas démarre à la découverte des faits, non pas à la commission des faits. Moi, par exemple, ça c'est un amendement, il est tout prêt. Parce qu'en matière de délinquance économique et financière, et vous connaissez bien le sujet, on met très longtemps à découvrir les faits. Voilà des choses extrêmement concrètes. Il y avait ce matin, dans un état d'esprit constructif pour un travail parlementaire, haut fonctionnaire au cas qui a par cas, réintégré le si je résume, Sandrine Mastier, en fonction de l'intérêt des textes qui seront défendus au Parlement. Exactement, mais je demande vraiment à... Sarah Legrain, est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit, vous, justement? Est-ce que sur la moralisation de la vie politique, vous êtes prêt à soutenir ce texte, par exemple, qui fait plutôt consensus? Je ne vous accuse de rien. Je pense que, d'ailleurs, je pense que beaucoup de Français seraient très heureux s'il n'y avait que des gens comme vous ou comme Monsieur Hulot dans le mouvement La République En Marche. Parce qu'on est forcé de constater qu'il y a quand même une énorme opération de recyclage. Vous serez dans l'opposition systématique, Sarah Legrain, non, si vous êtes élue? Ce que je constate ici, c'est que tout le monde fait comme si Monsieur Macron avait sa majorité. Voilà. Et ben nous visons de pouvoir être majoritaires dans le pays. Et nous pensons, oui, que les 7 millions d'électeurs qui se sont portés sur le programme de Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres peuvent contribuer à une dynamique et peuvent contribuer non seulement, effectivement, à s'opposer au programme annoncé par Emmanuel Macron. Même sans accord avec le Parti communiste, vous visez un groupe parlementaire de combien? C'est pas la peine. Je ne suis pas ici pour polémiquer sur la question du Parti communiste. Ce qui est clair, c'est que la dynamique de la France insoumise, elle est indéniable, y compris par le Parti communiste lui-même. Elle est indéniable et elle ne fait que s'amplifier. Et moi, par contre, ce que je regrette, c'est d'entendre le dire, les lois, ça prend un temps fou. Mais justement, parlons de moralisation de la vie politique. Moi, ce que je constate dans ma circonscription, le visage du renouvellement d'Emmanuel Macron, qui est du candidat d'Emmanuel Macron, Mounir Majoubi, qui est un visage de renouvellement, qui est présenté comme tel. C'est déjà quelqu'un qui reprend la pratique de se présenter pour être député, en expliquant de toute façon qu'il ne siégerait pas s'il était élu, puisque il est ministre et qu'il resterait ministre. Bon, et ben moi, quand j'ai dans ma circonscription un premier secrétaire du Parti socialiste qui ne met plus les pieds à l'Assemblée nationale depuis fort longtemps, et un autre qui dit que s'il était élu, il n'y mettrait pas les pieds, je constate qu'on peut se mettre d'accord sur des tas Effectivement, je pense qu'il y aurait plein de choses à faire sur la moralisation de la vie politique, mais qu'il faut quand même qu'on revienne au centre du débat, notamment sur les législatives, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut que le peuple ait des représentants? Nous pensons que le peuple, il a envoyé un message fort. Sur la loi El Khomri, il a envoyé un message très fort. On lui propose une loi El Khomri 2. Sur le 49.3, il a envoyé un message très fort. On lui propose, pire que le 49.3, les ordonnances. Et je pense que ces élections seront de façon totalement inédite l'occasion pour le peuple de s'exprimer et d'être représenté, notamment par les députés de la France insoumise. Est-ce que vous pouvez partager peut-être sur certains points ce que vient de dire Sarah Legrain? Non, mais je pense qu'effectivement, nous sommes dans un discours extrêmement marketing, d'image. On voit bien qu'aujourd'hui, le président de la République essaye, à travers un certain nombre de personnalités, de donner le sentiment qu'il y a un profond renouveau. Ça n'est pas une réalité. Mais derrière, le plus important, c'est le fond. Encore une fois, une grande partie des Français n'ont pas souhaité, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour, voter pour Emmanuel Macron. Ces Françaises et ces Français ont le droit d'être représentés sans ambiguïté. Or, ça n'est pas le cas avec la plupart des candidats. Je reconnais volontiers l'opposition qui peut exister parfois à gauche, mais je peux vous dire que pour ce qui concerne la droite et les Républicains, l'ambiguïté est entière. Il y a eu un gouvernement d'ouverture qui a été présenté, ça ne fait pas bouger les lignes, selon vous? Ça fait bouger les lignes chez les Républicains, et il est temps qu'ils clarifient. Je pense que leurs électeurs ont le droit de savoir si les candidats pour lesquels ils vont voter sont des gens qui seront constructifs, enfin moi j'appelle ça dans le compromis. Quand vous avez un Premier ministre issu des Républicains qui, maire de sa commune, a souhaité se débarrasser de repas parce qu'il contenait de la gélatine de porc, c'est donc quelqu'un qui a une vision de la laïcité à laquelle nous nous opposons complètement, à laquelle François Fillon prétendait s'opposer. Aujourd'hui, on voit clairement que les Républicains ne s'y opposent pas. C'est sur ces conditions-là et dans ces textes-là que nous nous opposerons. La clarification. Oui, mais la clarification, je vais essayer d'être très claire. Nous, chez les Républicains et l'UDI, nous croyons que le programme d'Emmanuel Macron n'est pas tout simplement à la hauteur des enjeux. Et donc nous voulons être majoritaires à l'Assemblée nationale pour porter un programme, notamment économique, qui sera à la hauteur des enjeux. C'est pas plus compliqué que ça. Après, on a le droit de dire, et c'est mon message, qu'Emmanuel Macron
un effet positif, c'est qu'il apporte une remise en cause. Et ça, c'est vrai. Donc, remettons-nous en cause sur des pratiques, justement, où il y aurait des oppositions stériles en permanence. Ça, et acceptons de dire Philippe lui-même qui le disait, ce risque de retour à la 4e République. Non, acceptons de dire. Mais non, parce qu'il y aurait une majorité. Il y aurait une majorité claire. Acceptons simplement de dire qu'on a le droit de réfléchir aux idées intelligentes. C'est la seule chose qu'on dit. On ne veut plus perdre 5 ans. C'est tout. Ouais. Éric Alphen, ça vous fait plaisir ce que vous entendez? Quand j'entends qu'il y a des idées intelligentes dans le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, je dis effectivement que je suis plutôt content. Après, c'est vrai que on est un peu tous perdus, mais les seuls qui finalement ont une ligne directrice assez claire, c'est En Marche. On sait exactement. C'est là où c'est faux. C'est là où c'est absolument faux. De notre côté, dans l'opposition résolue Allez-y, que nous avons face au gouvernement. Où est la clarté de votre programme économique? C'est là où c'est pas à la hauteur du tout. Vous en parlerez à votre collègue Bruno Le Maire et votre ami peut-être. Mais oui, mais bien sûr, et je regrette terriblement qu'il soit parti parce que pour moi, il n'a pas des valeurs de droite. Non, mais j'essaie de finir ma phrase. Donc, voilà, on a une position claire. Après, la meilleure preuve que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, on ne se voit pas déjà majoritaire au Parlement, c'est que justement Mounir Majoubi se dit que peut-être dans un mois, il ne sera plus secrétaire d'État et qu'en conséquence, il sera député. Donc c'est pas automatique pour autant qu'il soit. Il n'est pas le seul dans ce cas au gouvernement. Il n'est pas le seul dans ce cas au gouvernement. Ils sont 6 à être en campagne. Donc voilà, ce sont des gens qui disent élisez-moi pour que je reste ministre. C'est de la vieille politique exactement avec des l'inverse que ce que vous visages dites. Mais non, c'est pas de la vieille politique avec des visages neufs. Il y a énormément de gens, de gens chez En Marche qui viennent d'endroits où jamais auparavant on a fait de la politique, qui ont des idées, qui ont voulu mettre leur expérience au profit de l'intérêt général. Alors. Ils seront déçus. Je crains qu'ils soient terriblement. Et eux seront terriblement déçus. Qu'est-ce qu'ils disent le président de la République et son gouvernement? Quand on les rencontre, ils disent une vieille politique. Les gens, quand on les rencontre, ils disent s'il n'y a pas de majorité En Marche au Parlement, ce sera le bazar, pour parler C'est poliment. l'inverse qui va se passer. Voilà, ce sera peut-être l'inverse, mais c'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, c'est donner une grande majorité, tout simplement pour tenter le coup, parce qu'ils se disent, ça fait 40 ans qu'on est bloqué, à droite comme à gauche, il faut faire quelque chose de nouveau. Il faut faire éclater les lignes, il faut, on n'est pas, je veux dire, de l'autre côté, il y a aussi des bonnes idées, il n'y a pas que d'un côté qu'on est fort. Ouais, ça va être compliqué dans ce contexte pour le Parti socialiste. Sandrine Masty, on voit que les projections, les derniers sondages ne sont pas favorables au PS. Encore ce matin, Jean-Christophe Cambadélis envisageait même de changer le nom Parti socialiste. Encore une fois, moi, les changements de nom du Parti socialiste m'importent peu. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ne défasse pas tout ce qui a été bien fait. Et vous voyez, la prime d'activité que vous envisagez dans le programme présidentiel d'augmenter, c'est une bonne chose. Donc ça serait regrettable qu'elle soit défaite. L'encadrement des loyers, par exemple, à Paris, c'est un sujet extrêmement important. Je regretterais, moi, qu'on revienne sur l'encadrement des loyers. Or, l'encadrement des loyers est dans la ligne de mire. J'étais ce matin auprès des salariés du groupe Tati et Gigastore qui est mis en redressement judiciaire. Eh bien, c'est utile d'avoir des députés un petit peu expérimentés pour savoir ce qu'il y a dans la loi et comment on peut accompagner et défendre les emplois de ces salariés qui sont directement menacés. Moi, j'ai un magasin dans ma circonscription, boulevard Diderot, dans le 12e arrondissement. Voilà, c'est bien d'avoir des nouvelles têtes, des nouveaux visages, est-ce que les problèmes des nouvelles de expériences. ne sont pas la conséquence des politiques menées auparavant de savoir par le groupe ERAM, propriétaire, certainement, oui. Par les différents gouvernements. Sarah Le Grain. Écoutez, c'est pas on ne peut pas isoler les choses. C'est pas une question de nouvelles Allez-y, têtes. Sarah Le Grain. Moi, l'histoire des nouvelles têtes, peut-être que justement, parce que je peux être la première concernée, moi, c'est pas quelque chose. Je pense qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut, cette histoire de nouvelles têtes. Et d'ailleurs, je vois qu'on peut aussi l'utiliser pour essayer de discréditer des gens, parce que ce serait, comme ce sont des nouvelles têtes, visiblement, on peut y expérimenter. Ils ne sauraient pas qu'est-ce que c'est qu'une loi ou pourquoi est-ce que les salariés de Tati sont en danger. Ils sont en danger par toutes les politiques qui ont été menées, notamment par François Hollande. Il y avait un de vos, voilà, mais vos amis ce matin. Mais je sais, voilà, Paul Vanier qui se bat contre Myriam El Khomri, qui, sous les couleurs du Parti socialiste, prétend continuer à l'Assemblée nationale le travail délétère qu'elle a fait au gouvernement, évidemment soutenu par Emmanuel Macron, puisqu'on sait très bien que ce sont les mêmes qui sont à l'œuvre. Donc, en termes de renouveau, je ne vois pas comment quelqu'un qui compte prolonger et amplifier les politiques de François Hollande et qui compte mettre en place en France ce qui se fait
dans bien d'autres pays en Europe, à savoir une grande coalition, qui est en train de mettre en place une grande coalition. Je ne vois pas en quoi ça, c'est le renouveau. Ça, c'est la continuité, c'est le prolongement des 20 ans des politiques que nous avons vécues en Europe et qui arrive ici en France sous la forme la plus aboutie, celle d'une grande coalition. Mais c'est sous la forme la plus trouble aussi et la plus dangereuse pour le pays. Parce que c'est ce genre de grande coalition, c'est sur ce genre de choses que s'appuie, malheureusement, je le regrette, le Front National pour dire UMPS, ce sont tous les mêmes, etc. On a le porte-parole du Front National pour les législatives proposer le repli national en échange. Et je pense que nous avons une responsabilité justement à incarner un projet clair qui est le projet de l'alternative à ces politiques-là. Des politiques solidaires. Vous n'incarnez pas cette alternative, Jérôme Rivière ? Je pense qu'effectivement, on a la démonstration de ce qu'on appelle, ou de ce que certains appellent effectivement l'UMPS, puisque vous avez une volonté, les uns et les autres, avec des adjectifs un peu différents, de travailler ensemble. L'autre élément aussi, c'est que vous avez un président, un gouvernement extrêmement bobo. Un gouvernement qui s'occupe des centres urbains et qui n'est pas préoccupé du tout par la France rurale qui a été clairement abandonnée. On verra délaissée. Non, la réalité, c'est que dans ce gouvernement, vous avez essentiellement des maires de grandes villes, vous avez des présidents de région, vous avez des Parisiens. C'est un gouvernement très centré, très urbano-centré, très bobo. Et je crois que la France périphérique, la France rurale, est mal défendue. Et si on revient aux ambitions du Front National dans cette campagne pour les législatives, vos ambitions... La logique, si nous étions dans une phase démocratique, on sait qu'il y a un scrutin majoritaire, il faut 12,5% des inscrits pour être au second tour, ça va être très compliqué ? Ça ne va pas être très compliqué, ce sera de toute façon un combat difficile parce que ce qui est présenté très souvent comme un front républicain est en fait un front antidémocratique qui a comme objectif d'empêcher, je vous rappelle que Marine Le Pen a fait 22% des voix au premier tour, d'empêcher 22% des Françaises et des Français d'avoir des représentants, que ces gens ont une légitimité à s'exprimer. Donc vous aurez un groupe parlementaire, un minimum de 15 élus, vous pensez ? Je ne lis pas dans une boule de cristal, mais je pense que nous avons effectivement comme ambition d'avoir une trentaine, une quarantaine de parlementaires. Ce serait logique et je pense que ce serait en plus démocratique. Camille Beudin. Oui, je voulais revenir sur un point. Vous avez parlé de grande coalition. Je crois au contraire que ce que fait Emmanuel Macron n'est pas une grande coalition, sinon il y aurait des accords écrits de gouvernement, comme ça peut se faire en Allemagne ou ailleurs, où la droite et la gauche se mettent d'accord à un moment donné sur des points communs à mener ensemble. Ce n'est pas le cas du tout. Et moi, ce que je rejette justement dans la démarche actuelle d'Emmanuel Macron, c'est sa volonté de construire une sorte de grand parti de centre-gauche, parce que c'est ce que c'est. Et d'ailleurs, il n'y a pas de centre-droit aussi à l'assumer, de centre-gauche. Avec M. Darmanin, M. Le Maire, M. Édouard Philippe dans les gens de centre-gauche. Le projet d'Emmanuel Macron n'est certainement pas un projet de centre-droit. Mais Le Maire était candidat aux primaires de la droite. Disons-le, je ne parle pas de Le Maire, je parle de Macron, il n'a pas un programme de centre-droit. Il n'y a pas de chose. Et là-dedans, ce que je veux dire, c'est qu'il faut un contre-pouvoir fort, je l'espère majoritaire, à cette espèce de ramassis au milieu. Mais est-ce que là aussi, le Parti des Républicains n'a pas revu ses ambitions à la baisse? On parlait d'une cohabitation, maintenant on parle d'une coexistence. Coexistence avec moi, je veux une majorité positive. Je veux une majorité de droite et du centre clair pour que l'opposition ne soit pas laissée au Front National, pour qu'on puisse avoir un grand parti qui affirme des réformes extrêmement claires et qu'on puisse affirmer une ligne en face d'espèce de mollesse d'Emmanuel Macron que je regrette. Et c'est cette ligne notamment économique que nous allons défendre. Mais les deux tiers de vos candidats environ dans leur profession de foi assurent. Non, mais je vais rater un épisode parce que j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de gouvernements qui rassemblaient des gens venant de la gauche, venant du centre, venant de la droite, et que ça a déjà été fait, que c'est la vieille politique et que ça n'a pas réussi. Mais dites-moi quand, dites-moi où, je ne crois pas. Au contraire, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. Ça gêne un peu tout le monde puisqu'on voit bien les déclarations des uns et des autres sur le plateau ce soir. C'est vrai que c'est très nouveau, il va falloir s'habituer. En termes de politique, monsieur, pas en termes de personnel, en termes de politique, ce que vous proposez comme ligne politique, c'est la ligne politique libérale dans laquelle a sombré, si je puis dire, le Parti socialiste depuis des années 40 ans et que prône la droite depuis longtemps. 40 ans que, par exemple, on essaie de réduire le chômage avec tout et ça ne marche pas. Donc il faut peut-être essayer autre chose. Mais quelle autre chose? C'est du sarko-hollandisme. C'est la même chose. Voilà, c'est du sarko-hollandisme, c'est du déjà-vu, etc. Je vous laisse apprécier. Sandrine Mazoté, peut-être un petit mot avec Camille Beudin. Quelque chose de nouveau. Oui, un petit mot. Il faut de la clarté sur ce qu'on votera et ce qu'on ne votera pas. Exactement. Au service des Français, des choses extrêmement concrètes. Moi, je le dis, ça ne me dérange pas de voter, au contraire, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Mais il y a des méthodes qui ne sont pas acceptables. Par exemple, les ordonnances, je suis désolée, Monsieur Alphen, c'est brutal et c'est l'effacement du Parlement dans une démocratie. Dans
une démocratie. Vous savez, dans la loi travail, on a transformé par amendement justement une mesure qui prétendait plafonner les indemnités au prud'homme en mesures qui font un plancher aux indemnités au prud'homme, et pour les salariés. On aura l'occasion d'y revenir quand les projets de loi arriveront au Parlement très rapidement. On voit bien qu'une ligne qui veut prendre un peu chez Sarkozy, chez Fillon et chez Hollande ne peut pas être une ligne claire pour le pays, et qu'en tout cas, ce sera des réformes à la baisse et à minima. Et nous voulons des réformes les plus grandes et les plus ambitieuses possibles pour le quinquennat qui vient. Merci Camille Beudin, merci Sandrine Mazetier, merci Jean Brière, merci Eric Alphen, merci à vous Sarah Legrain. On en a parlé puisque ça sera une des priorités du quinquennat Macron, la moralisation de la vie politique. C'est François Bayrou qui sera en charge du projet de loi. Des propositions ont d'ailleurs été formulées par le député socialiste René Dauzière, Cécile Sixou. C'est le premier gros chantier du gouvernement, la moralisation de la vie publique. Et pour frapper vite et fort, François Bayrou a fait appel au chevalier blanc des dépenses publiques, René Dauzière. Le député PS lui a remis une proposition de loi toute faite. Il y a une attente, je crois, de l'opinion qui fait suite à cette désastreuse campagne présidentielle. Donc l'opinion souhaite qu'on fasse quelque chose, qu'on pose un socle dans ce quinquennat qui, là aussi, soit nouveau par rapport aux pratiques anciennes. Sur la table, 12 mesures pour redonner confiance aux Français. Parmi elles, l'interdiction des emplois familiaux par les élus, mais aussi le durcissement des conditions de financement des partis politiques, la limitation du nombre de mandats des élus, pas plus de 3 successifs pour les parlementaires et 2 pour les exécutifs locaux, ou encore la suppression de la réserve parlementaire, une dernière proposition qui fait grincer des dents. Je suis pour son maintien, et je vais vous dire, je vais même l'inverse, je ne suis pas pour que ça soit la même chose pour tout le monde, parce que c'est pas normal que tous les parlementaires soient aujourd'hui alignés. Il y a ceux qui ont plus de poids, il y a ceux qui ont plus d'influence, il y a ceux qui travaillent plus. Donc je considère que oui, c'est une erreur de proposer cette suppression. Il reviendra à François Bayrou de trancher sur ces propositions qui ne sont pour le moment qu'un élément parmi d'autres, car le nouveau ministre de la Justice consulte aussi des associations de lutte contre la corruption. En tout cas, il l'a promis, il rendra sa copie avant le premier tour des législatives le 11 juin prochain. Et Elsa Foucault, responsable du plaidoyer de l'ONG Transparency International, est notre invitée. Elle a été reçue d'ailleurs cet après-midi par François Bayrou, le nouveau ministre de la Justice. Et elle répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Elsa Foucault, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc été reçue par François Bayrou ce midi. Dans quel état d'esprit était le garde des Sceaux ? Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une bonne écoute de sa part et une volonté d'entendre les recommandations portées par la société civile, et en tout cas un objectif commun qui est de faire avancer la moralisation dans ce début de gouvernement. Vous pensez qu'il y a une volonté politique sincère de sa part, Il l'a dit, c'est fondamental. Pour lui, Emmanuel Macron a dit que c'était le socle de tout, cette loi sur la moralisation. Alors nous, en tout cas, on a bien avant ce rendez-vous, dès la campagne présidentielle, demandé aux candidats à la présidentielle et donc à Emmanuel Macron, qui s'est engagé de se positionner, de s'engager sur des recommandations que nous considérons comme prioritaires, qui vont du financement de la vie politique au renouvellement de la classe politique en passant par l'indépendance de la justice. Là, l'idée, c'est de mettre en œuvre ces engagements. Est-ce que c'était avant tout lié au climat des affaires aussi qu'il y a eu lors de la campagne ? On sait que c'est aussi pour cela que les hommes politiques y ont prêté particulièrement attention. Alors, peut-être, mais circonstances ou vraiment volonté de force. Les deux. Il y a quand même un changement de culture qui est à l'œuvre depuis quelques années. Au cours des dernières années, que ce soit la loi Transparence en 2013, la loi Sapin 2 en 2016, on a des avancées qui sont quand même majeures. L'exigence de transparence chez les citoyens, elle n'a jamais été aussi forte, et ça ne date pas d'hier. L'idée, c'est d'amplifier ce changement de culture et de ne pas s'arrêter au milieu du gué. Mais c'est aussi la conséquence d'un changement plus profond. Alors le projet de loi doit être présenté avant même les législatives. C'est un délai extrêmement contraint. Est-ce que ce n'est pas un peu précipité pour justement réussir cette loi de fond ? Alors ça, c'est pas à nous de juger du calendrier du gouvernement, mais en tout cas, ce sont des sujets qui doivent avancer rapidement, parce qu'ils mettent du temps ensuite à faire leurs effets, puisqu'il suppose ce changement de culture.
parallèlement à ce projet de loi de moralisation, il y a tout ce qui concerne le Parlement. Donc ça va être la transparence des dépenses des parlementaires, les collaborateurs familiaux, voilà, toutes ces thématiques. Voilà, elles peuvent être prises sans attendre un projet de loi dès cet été, sur une décision du bureau de l'Assemblée nationale, etc. C'est de l'ordre du règlement des assemblées. Du règlement, voire même des décisions de bureau ou de questure. Et donc il y a deux calendriers. En tout cas, on ne peut que se réjouir que ça aille vite. Justement, vous parliez du Parlement. On a beaucoup parlé des collaborateurs parlementaires pendant cette campagne, et notamment des collaborateurs familiaux. Le programme d'Emmanuel Macron prévoit de les interdire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous, on est favorable à l'interdiction des collaborateurs familiaux, parce que c'est une situation qui nourrit les soupçons de complaisance, et plus généralement, on pense qu'il faut élaborer un statut des collaborateurs parlementaires pour des questions déontologiques, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entourant cette profession, et puis l'institutionnaliser un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs difficultés pour les interdire? À quel degré familial on s'arrête? Est-ce que l'arrière-petit cousin, par exemple, c'est un collaborateur familial? Il y a aussi l'idée qu'on pourrait s'entendre avec un autre parlementaire pour s'échanger les collaborateurs familiaux. Tout cela, ce sont des difficultés auxquelles il faut faire face également? Alors oui, mais c'est un peu des faux débats qui ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Nous, là-dessus, ce qu'on propose, c'est interdiction pour les conjoints, descendants, ascendants, et transparence pour les autres liens de parenté. Donc vous embauchez votre neveu, très bien, ce n'est pas interdit, mais vous devez le déclarer. Voilà, donc ça peut être une position d'équilibre. Ensuite, on peut débattre du périmètre. En tout cas, c'est notre proposition. Est-ce que le problème, c'est pas plus même l'emploi fictif? On sait que dans l'affaire de François Fillon, c'est l'emploi présumé fictif avant tout qui pose problème. On peut penser aussi au Parlement européen avec Marine Le Pen et les collaborateurs parlementaires qui étaient payés par le Parlement européen, et ils sont présumés avoir travaillé pour le Front National. C'est là, ce que vous dites est très intéressant. Il y a vraiment deux problématiques. Celle des emplois familiaux, qui ne sont pas forcément des emplois fictifs, mais qui posent un enjeu de complaisance, de népotisme. Voilà, donc ça, c'est un sujet. Et l'autre, c'est les emplois fictifs. Donc, qu'est-ce qu'un collaborateur parlementaire peut ou ne peut pas faire? Comment est-ce qu'on encadre un petit peu la situation? Comment est-ce qu'on sort de la situation où le parlementaire est le seul à pouvoir juger de ce qu'il peut confier comme tâche, à quel salaire, dans quelles conditions à son collaborateur? Et ça, c'est l'enjeu du statut des collaborateurs. On notera qu'au Parlement européen, il y a un vrai statut des collaborateurs parlementaires, et on en voit l'intérêt dans certaines affaires, dont celle que vous avez citée. Autre proposition importante d'Emmanuel Macron, interdire aux parlementaires d'exercer une activité de conseil parallèlement à leur mandat. Alors c'est déjà une activité qui est encadrée. Qu'est-ce que dit la loi aujourd'hui? Alors la loi interdit de commencer une activité de conseil au cours d'un mandat. Voilà. En revanche, on ne peut pas interdire à un parlementaire pour le moment de suspendre ou d'arrêter son activité de conseil. François Fillon, en 2012, avait commencé son activité de conseil 5 jours avant son mandat. Donc on voit que les limites de cette mesure déjà. Oui, tout à fait. La loi actuelle. Voilà, donc ça pose la question du délai de carence, un sujet qui a été évoqué d'ailleurs ce midi avec le ministre. Donc c'est une des solutions. On en propose deux autres. La première, c'est une déclaration d'intérêt oral préalablement à un vote. Donc c'est-à-dire vous participez à un vote, vous devez déclarer vos intérêts si vous en avez. Donc y compris lorsque vous êtes conseil pour une entreprise. Voilà. Et le deuxième aspect, c'est le plafonnement des revenus annexes des parlementaires. Ça, c'est une proposition assez forte qu'on met sur la table. C'est s'inspirer du modèle américain, où aux États-Unis, les indemnités des parlementaires, les revenus annexes issus des activités privées des parlementaires sont plafonnés à 15% de leurs indemnités d'élus, ce qui permet de prévenir les dérives. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'idée d'interdire cette activité en parallèle? Ça ne serait pas plus simple? Ah si, on serait tout à fait favorable. Simplement, ça pose des difficultés juridiques et constitutionnelles. Donc, à défaut Et on a essayé d'aller plus loin en 2013 et on s'était heurté à cette difficulté. Exactement, voilà. Donc, à défaut de trouver une solution qui soit... Voilà, disons qu'il y a cet aléa constitutionnel. C'est contraire à la liberté d'entreprendre, avait dit le Conseil constitutionnel. Voilà, mais rien ne dit que sous une autre forme, ça pourrait être jugé autrement par le Conseil constitutionnel. Et par ailleurs, ce n'est pas forcément deux mesures qui se substituent. On pourrait très bien interdire les activités de conseil,
et maintenir cette proposition qui est le plafonnement des revenus annexes, toute profession et tout type de revenus confondus. Alors on parle de revenus. Une autre des propositions d'Emmanuel Macron, c'est de fiscaliser toutes les sources de revenus des parlementaires, y compris donc l'IRFM, cette espèce de frais professionnels des parlementaires. Bon, il y a un effet pervers, c'est que ça revient à dire que ces frais professionnels, c'est finalement du salaire. Voilà, c'est un petit peu la limite de la proposition, et c'est une proposition sur laquelle nous, Transparency International, on a une certaine réserve. On préconise plutôt la transparence et le contrôle, c'est-à-dire voilà, cette indemnité existe, elle est là pour couvrir des frais de mandat. Ailleurs, dans les parlements étrangers, souvent les frais de mandat doivent être justifiés par des justificatifs. Ou bien, et d'ailleurs c'est pas exclusif, c'est et où en fait, et où sont contrôlés par des organismes extérieurs. Et c'est vraiment dans cette direction qu'à notre sens il faut aller, plus la transparence, indépendamment du contrôle. On considère que les citoyens devraient pouvoir connaître les conditions dans lesquelles sont dépensées ces enveloppes qui représentent environ 6 000 € par mois. Une dernière question. Alors René Dosière, le monsieur propre de l'Assemblée nationale, a fait de nombreuses propositions aujourd'hui dans le cadre de cette réflexion sur la moralisation de la vie politique. Il propose de supprimer la réserve parlementaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne s'est pas concerté, mais qu'il y a plusieurs propositions qui vont dans le même sens et partagent les mêmes diagnostics. C'est important de le dire, il y a vraiment une convergence de vues sur ces questions. Alors sur la réserve parlementaire, on est un peu plus mesuré. Disons que à défaut de la supprimer, en tout cas l'urgence, c'est alors de la contrôler, mais aussi de fixer des critères. Aujourd'hui, elle peut être attribuée pour tout type de projet, sans critères d'utilité publique, sans critères de déontologie, sans critères... Enfin voilà. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc, faut-il la supprimer ? Bon, c'est un débat récurrent. En tout cas, à défaut de la supprimer, au moins fixer des critères clairs pour son attribution. Certains parlementaires estiment être insuffisamment payés. On les entend parfois, ils ne le disent pas publiquement. Juste une question, vous avez travaillé à l'Assemblée nationale à une époque. Est-ce que c'est une volonté, c'est quelque chose que l'on entend souvent dans les couloirs ? Bon, c'est pas à nous, Transparency International, de se pencher sur ces questions. Ce qu'on peut dire factuellement, c'est que les indemnités des parlementaires en France sont dans la fourchette de ce qu'on va observer. Voilà, au Royaume-Uni, en Allemagne. C'est une première indication. Et d'un point de vue prévention de la corruption, ce qu'il faut, c'est s'assurer que le niveau de rémunération des parlementaires permet de leur assurer une indépendance sans pour autant être excessif. Donc on va dire que c'est ça le débat philosophique. En tout cas, c'est pas un débat sur lequel on se positionne et c'est clairement pas une priorité qu'on met sur la table de notre côté. Voilà. Merci beaucoup Elsa Foucault d'avoir répondu à nos questions. Merci Elsa Foucault, merci à vous Tam Tranui. On continue l'analyse et le décryptage des enjeux de ces élections législatives le jour où la campagne a officiellement commencé. Alors à droite, la nomination d'Édouard Philippe à Matignon et de 2 ministres LR au gouvernement complique la donne. La droite va pourtant essayer d'obtenir une cohabitation. Flora Sauvage. Cacher à tout prix les divisions. Depuis sa défaite, au soir du 23 avril, la droite se cherche. Au parc floral de Vincennes ce week-end, le parti Les Républicains tenait son seul et unique meeting national pour la campagne des législatives, dans une ambiance morose. Je voudrais que nous donnions à la France une majorité de droite et du centre. Je voudrais que nous donnions au pays un gouvernement de droite et du centre. Au fond, je voudrais qu'Emmanuel Macron ait la majorité qu'il faut à la France. Une majorité sans ambiguïté, sans faux-semblants, une vraie majorité. Et non une majorité de circonstances, de rencontres et d'ambitions personnelles. À droite, la bataille pour la cohabitation est lancée, mais les critiques pleuvent déjà. Je pense que le parti LR, il a besoin d'être revu de fond en comble, du sol au plafond, il faut tout recommencer. Pour faire quoi ? Et de toute façon, au lendemain du 18 juin, quoi qu'il arrive, il faudra tout réorganiser. Pour faire quoi ? Pour faire que les voix différentes soient mieux entendues, pour faire qu'il n'y ait pas une seule ligne avec le doigt sur la couture du pantalon. Difficile de maintenir la cohésion du parti face à un Premier ministre qui se revendique de droite. Ce matin, dans le quotidien Paris-Normandie, Édouard Philippe met en garde les Français contre une absence de majorité pour Emmanuel Macron. S'il n'a pas de majorité en juin prochain, la France devrait revenir aux discussions et marchandages entre partis. Je ne le souhaite vraiment pas parce que ce n'est pas l'intérêt de la France et que ce serait le retour à un certain esprit de la 4e République. C'est la hantise du Premier ministre, car une absence de majorité à l'Assemblée nationale
rendrait très difficile l'adoption de ces réformes. Voilà pour les enjeux à droite. La gauche aussi joue sa survie lors de ce scrutin. Le PS moribond va essayer de limiter la casse alors que la France insoumise espère bénéficier de sa dynamique issue de la présidentielle. Mais l'absence d'accord avec le PC pourrait l'obliger à revoir ses ambitions à la baisse. Sandra Cerquera. Avec 284 députés sortants, le Parti socialiste s'attend à vivre une nouvelle déroute aux législatives. Jean-Christophe Cambadélis s'assure que le parti devrait dans la foulée changer de nom. Je pense que le Parti socialiste va se refonder, se reformuler, se restructurer, qu'il y aura beaucoup de travail. D'autant qu'une quinzaine de candidats investis par le PS s'affichent comme des soutiens à Emmanuel Macron. Ils n'auront d'ailleurs pas d'adversaire, La République En Marche, face à eux. C'est le cas de Myriam El Khomri. Sur son affiche, le logo du parti est relégué en bas à droite, alors que le nom du président est lui bien visible. Marisol Touraine, elle, dissimule tout signe d'appartenance au PS, mais se revendique candidate de la majorité présidentielle avec Emmanuel Macron. Une situation inacceptable pour Julien Drey. Il appelle à la mobilisation pour que le PS puisse faire contrepoids à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait des députés socialistes forts dans l'Assemblée nationale, parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui ait lieu à l'intérieur de l'Assemblée. Des divisions aussi entre partis communistes et France Insoumise. Mais malgré l'absence d'accord, le PCF se désiste dans certaines circonscriptions, comme à Marseille face à Jean-Luc Mélenchon, et même à Trappes face à Benoît Hamon. Tout cela avec l'objectif de créer une force la plus large possible face à Emmanuel Macron et à ses soutiens de droite. Et à l'intérieur de l'élection de tous ces députés, nous pensons qu'il est possible de doubler le nombre de députés communistes du Front de gauche, c'est-à-dire d'en élire une vingtaine. Les écologistes ont aussi déposé 459 candidatures. Dans certaines circonscriptions, s'affrontent jusqu'à 4 candidats de gauche, de quoi revoir sérieusement à la baisse les ambitions de chacun. Et on continue d'analyser les enjeux de ces élections législatives avec mes invités sur ce plateau. Eddy Fougier, bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS. Merci d'être avec nous. Bruno Jambard est également sur ce plateau. Bonsoir, directeur général adjoint d'Opinionway. Et j'accueille enfin Thierry Fabre. Bonsoir, rédacteur en chef adjoint au magazine Challenge. Première question pour vous, Bruno Jambard. C'est aujourd'hui le coup d'envoi officiel de la campagne pour les législatives. Que disent vos projections, les intentions de vote, notamment pour La République En Marche ? On va clairement, probablement, dans cette élection, vers une majorité absolue pour le nouveau parti d'Emmanuel Macron, ce qui est à la fois la confirmation de la dynamique présidentielle traditionnelle qu'on observe dans la Ve République, et notamment depuis l'instauration du quinquennat et le fait d'avoir basculé les élections législatives après. 289 députés, hein, c'est la majorité absolue. Tout à fait. C'est aussi, en revanche, une surprise sur la capacité d'un parti nouveau, sorti de nulle part il y a encore quelques semaines, à bénéficier de ce système-là. Alors je crois qu'une des explications, c'est notamment la capacité d'avoir ouvert son gouvernement à l'issue de sa victoire à la présidentielle, et notamment d'avoir fait rentrer une partie de son adversaire principal dans cette élection, à savoir la droite et des membres des Républicains et de l'UDI. Eddy Fougier, que vous inspirent ces projections? Il a réussi son pari de recomposition politique, Emmanuel Macron, même si on attend le scrutin des 11 et 18 juin. Le 18 juin. Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on y réfléchissait à froid, avant le premier tour, on se disait ça va être que des inconnus face à des députés sortants qui sont, eux, très installés dans des fiefs. Et finalement, la loi sur le non-cumul des mandats, la soif de renouvellement de la classe politique qui est espérée par les Français, a fait que les Républicains, les Républicains En Marche, les nouvelles têtes vont passer à côté de nouvelles têtes à gauche, à droite. On le voit chez les Républicains, il y a beaucoup de nouvelles têtes. On l'a vu au Parc Floral il y a quelques jours. Donc finalement, l'aspect très neuf et un petit peu inconnu et incertain ne sera pas aussi novateur que cela, et on va être plus dans la logique, sans doute, si on en croit en tout cas les prévisions, dans la cohérence classique de la Ve République, c'est-à-dire les Français vont donner une majorité au nouveau président pour qu'il puisse mener à bien sa politique. C'est vrai que le piège de Macron est redoutable, aussi bien pour le Parti républicain que pour la gauche, on le disait. Il a réussi à aspirer la gauche au présidentiel, il est en train d'aspirer la droite avec son casting gouvernemental.
C'est vrai que c'est hardi quand même. Rappelons-nous les projections. On se disait, bon, il n'osera peut-être pas le faire. Il va prendre un Richard Ferrand, un fidèle, qui pourra appliquer son programme. Il a osé. Il a pris Édouard Philippe, donc ce qui a suscité un début de panique dans l'autre camp. Hein. Il faut se rappeler qu'avant le week-end, j'avais vu 175 élus quand même qui acceptent la main tendue par le... élus de droite qui acceptent la main tendue par le président. Donc il a créé cette panique dans les deux camps. Et le point important quand même, c'est de rappeler qu'il a réussi son entrée et son casting gouvernemental, il avait mis la barre très haut, hein, la moitié de membres de la société civile. Et finalement, il a accordé des ministères très importants, écologie, éducation nationale, santé, à des membres de la société civile. Donc il affiche un renouvellement inédit. C'est ce qu'il avait promis. Il le fait. Deuxième point, son projet, là aussi, il commence à avoir des coups de chaud syndicaux sur la réforme du droit du travail. Il l'avait dit, il le fait. Donc je pense que ça confirme vos estimations, enfin votre sondage, c'est-à-dire que la rentrée réussie d'Emmanuel Macron va sans doute donner un souffle présidentiel que l'on attendait et qu'effectivement certains n'y croyaient pas parce qu'on se disait, oh, vous savez, on est attaché à notre député, les petits jeunes de Macron, ils vont venir, mais non, les petits jeunes de Macron, ils arrivent et puis ils ont le souffle présidentiel qu'avait eu à l'époque François Mitterrand. Hein, il faut se souvenir, les députés de Mitterrand en 81, ils mettaient la photo de Mitterrand sur leurs affiches, ça suffisait. Ouais. Ça parle aux électeurs, ça plaît justement, cette recomposition politique, ce renouvellement, ou est-ce qu'ils sont un petit peu déboussolés aussi par cette recomposition politique qui est en train de se mettre en place ? Alors, il ne faut pas forcément voir dans la dynamique qui est en train de se constituer autour d'En Marche une adhésion forcément à ce mouvement-là. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un côté légitimiste dans l'électorat. Les électeurs considèrent que la principale bataille, c'est la présidentielle. Et il n'y a pas de raison de chercher une revanche pour eux à l'occasion de ces législatives. On aura probablement une participation très largement inférieure de nouveau dans cette élection législative par rapport à ce qu'on a eu à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'en fait, une partie des électeurs qui ont voté à la présidentielle, et notamment dans ceux qui ont été éliminés ou qui ont perdu au second tour, ne voteront pas je dirais au scrutin législatif. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose qu'il faut voir, c'est que Emmanuel Macron, il bénéficie de ce qui était une faiblesse le soir du premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire ce grand éclatement du champ politique. On voyait 4 forces autour de 20%, pour résumer. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient un avantage parce que, évidemment, ça veut dire qu'en face, il n'y a pas de force suffisamment forte ou qui puisse trouver des alliances réellement dans une optique de second tour pour s'opposer à lui. On voit bien que ce soit à droite, la droite, elle peut rivaliser dans un premier tour, mais au second tour, avec qui peut-elle trouver des réserves de voix? Idem chez Mélenchon, idem au Front National. Donc finalement, c'est assez favorable pour cette nouvelle formation. Alors c'est vrai qu'il y a un grand renouvellement généralisé aussi qui profite aux candidats d'Emmanuel Macron qui sont plus récents, mais je crois aussi que on surestime toujours un peu aussi le poids des personnalités locales dans les élections législatives. C'est très vrai dans les zones rurales, mais en zone urbaine, qui connaît son député, qui vraiment est attaché à son député, c'est beaucoup plus difficile à dire. Et le fait qu'on ait interdit le cumul des mandats fait que la notion de député-maire, qui était là en revanche un ancrage parfois très fort, même en zone urbaine, disparaît un peu dans cette élection. Et s'estompe. Eddy Fougier, aujourd'hui Emmanuel Grégoire, qui est le président de la Fédération socialiste de Paris, parle d'une blitzkrieg, je cite, menée avec une intelligence redoutable. Est-ce que vous êtes d'accord sur la stratégie employée par Emmanuel Macron? Oui, je ne sais pas pourquoi on fait toujours référence à l'art de la guerre en Allemagne. Nicolas Sarkozy parlait du blast. Enfin bon, c'est assez étonnant. C'est une parenthèse. Mais en tout cas, c'est une opération effectivement très intelligemment menée. Sur le PS, on voit que depuis sa démission et même depuis la création d'En Marche. Alors, il a bénéficié d'un certain nombre de circonstances absolument inouïes. Si Alain Juppé était sorti vainqueur de la primaire de la droite et si Manuel Valls était sorti vainqueur de la primaire de la gauche, ça aurait été une autre histoire. Mais effectivement, il a su, je dirais, exploiter ces circonstances particulièrement favorables et il continue. On pouvait penser, on lui a fait presque un procès en jeunisme en se disant qu'il n'aurait pas nécessairement la carrure pour être président et les premiers jours ont montré que la passation de pouvoir et les premiers jours ont montré qu'il avait cette stature, en tout cas on lui prêtait cette stature présidentielle. Comme vous le disiez, on
on se disait, il ne va pas aller jusqu'au bout de cette recomposition, et il a nommé Édouard Philippe à Matignon et ce gouvernement paritaire qui correspond, paritaire société civile et élus, et puis entre la droite, le centre et la gauche, et qui correspond aussi à deux fantasmes que les Français avaient depuis très longtemps, qui est à la fois le fantasme justement de mettre entre guillemets des personnes compétentes de droite, du centre et de gauche pour essayer de résoudre les problèmes des Français. Puis il y a un autre fantasme qui est assez intéressant aussi, c'est le fantasme des experts et des techniciens à leur fonction. Un médecin à la santé, quelqu'un qui a travaillé pour l'éducation nationale et qui a dirigé une école à l'éducation, une personne qui a été militante... Ça relève du fantasme où il y a une réelle efficacité derrière ces profils aussi. Non, dans le sens fantasme, au sens où il l'espérait sans nécessairement le voir mis en œuvre. Et là, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi à voir. À droite aussi, on le voyait bien, ces candidats aux législatives modifient la donne, compliquent la campagne sur le terrain. On parlait de cette stratégie assez redoutable, puisqu'il y a, par exemple, plutôt que de demander à certaines personnalités d'adhérer au mouvement, de se présenter sous la bannière En Marche, La République En Marche n'a pas désigné de candidat face au LR. Ça, c'est un piège, réellement. Totalement. Donc, c'est extrêmement malin. Je reprends ce que vous disiez. Emmanuel Macron, qui aurait pu dire qu'il avait un sens politique aussi affûté. C'est un techno, inspecteur des finances, il a été banquier, il n'a pas une grande carrière politique, et tout ce qu'il a lancé au début, les gens n'y croyaient pas. C'est-à-dire que prendre l'Élysée avec un parti créé comme une association, personne n'y croyait. Mais en fait, tout est extrêmement bien calculé, et effectivement, cette stratégie de ne pas investir de candidats En Marche dans les circonscriptions, entre guillemets, amies, c'est très efficace. Et il a tiré les leçons de l'épisode François Bayrou, qui avait aidé à l'élection de François Hollande en 2012 et qui s'était retrouvé avec un candidat socialiste dans sa circonscription, en guise de remerciement. Donc, il a tiré les leçons. Je voudrais insister aussi sur un autre point qui complique la donne, notamment sur la droite, c'est la révision des projets. Comme vous l'avez suivi, dans le projet LR, désormais, il n'y a plus de hausse de la TVA. Il n'y a plus 500 000 baisses de fonctionnaires, mais 300 000. Donc, quelle est la crédibilité de ce projet qui était porté par François Fillon, qui était un projet libéral, assez dur, Ils ont été obligés de l'amender aussi, leur projet. Donc, on a perdu avec ce projet, ça veut dire qu'on centrise notre projet, mais sauf qu'il y a un projet de Macron en face qui est, lui, très libéral quand même. Il y a une partie où il veut aussi baisser les dépenses publiques, baisser les fonctionnaires. Donc dans la tête d'un électeur LR, pourquoi est-ce qu'on voterait pour LR alors qu'on peut donner la chance à ce jeune Macron qui finalement a un programme assez libéral et pour partie de droite. Alors on parle des LR, avant de vous donner la parole, Bruno Jambard, on écoute aussi les conséquences de cette recomposition politique sur le Front National, puisque Marine Le Pen aujourd'hui n'a pas exclu le départ de Florian Philippot du son parti, estimant, je cite, que son bras droit irait au bout de ses convictions et qu'il quitterait la formation d'extrême droite si elle ne défendait plus la sortie de l'euro. On l'écoute. Il exprime une conviction qui est une conviction forte et après tout, il ira au bout de ses convictions. Mais je ne crois pas du tout il démissionnera, c'est ça que vous voulez dire ? Pardon ? Il démissionnera ? Si demain, les adhérents du Front National décidaient qu'on doit abandonner cette partie-là, il ne se sentirait plus en accord avec ses convictions. Donc c'est possible. Mais je trouve que c'est tout à son honneur. Ce retour à la souveraineté monétaire inquiète les Français. Ça va être un débat. Voilà, nous allons devoir ouvrir le chantier, cette discussion pour savoir comment faire pour que les Français ne soient pas terrorisés par la souveraineté monétaire que nous appelons de nos voeux. Bruno Jambard, on voit que le Front National est clairement en train aussi de modifier son programme, notamment sur cette question de la sortie de l'euro. Elle est complètement éludée dans le programme des candidats aux législatives. Oui, alors, de toute façon, le programme des candidats du Front National législatif, il est rarement très élaboré. Il consiste plutôt à défendre la marque Front National et à se présenter sous ses couleurs. Et c'est un parti dont on a vu que lui, pour le coup, l'absence d'implantation locale ne lui a jamais nui dans ce type d'élection. Il a toujours réussi à faire des scores à peu près équivalents, que les candidats locaux soient connus ou pas. Donc je crois que c'est surtout un débat pour après, cette Malgré question. La notoriété de certains candidats, je pense à Marion Maréchal Le Pen qui ne se représente pas, ça ne va pas affaiblir le sortant? Non, le Front National, c'est un vote de marque. On vote pour la marque Front National et je dirais que ça compte assez peu pour eux. Ce débat, en revanche, il va être important pour la suite du Front National parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un parti qui veut accéder au pouvoir, qui a mesuré à quel point il était encore loin de l'accession au pouvoir à l'occasion de cette élection présidentielle. Même s'il faut le rappeler, se qualifier au second tour avec un score de 21%, c'était quand même une très belle réussite pour eux. Et donc, il y a cette question à trancher pour les années qui viennent.
Républicaine pour pouvoir espérer encore monter quelques marches. Mais je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Front National, pour l'instant, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'a pas une très grande décrue dans ce que l'on mesure en termes d'intention de vote pour les législatives par rapport à ce qu'il a fait à la présidentielle. Si c'était le cas le 11 juin, il faudrait bien comprendre que ce serait une nouveauté. En général, il perd environ un tiers de ses électeurs dans une élection législative. S'il en perd quasiment 10% seulement, 15% comme semblent l'indiquer nos enquêtes pour le moment, ce serait là aussi une nouveauté et une preuve supplémentaire aussi de son implantation et de sa progression dans le paysage politique. Malgré le verrou du scrutin majoritaire qui l'empêche aussi après peut-être d'obtenir un groupe parlementaire. Un point, je trouve très intéressant ce qui s'est passé sur l'euro. L'euro, c'était quand même une mesure phare du Front National qui a été portée par cette mouvance souverainiste de Philippot, qui, rappelons-le, vient de chez Jean-Pierre Chevènement, historiquement, d'un congoliste, retour de la souveraineté monétaire. Ça a totalement empoisonné la campagne. Rappelons-nous ce débat catastrophique dans lequel Marine Le Pen essayait de justifier l'euro finalement était dans un panier de monnaie. Enfin, ça ne ressemblait absolument à rien. Et donc, c'est très important de voir que la mue idéologique qui serait en train de se faire pour, effectivement, un parti qui se dit « je n'accéderai jamais au pouvoir, la France est trop hostile, finalement, à la sortie de l'euro ». Donc, ça devient un calcul électoral et on s'assoit sur une conviction. Moi, je pensais qu'ils étaient convaincus des bienfaits de la sortie de l'euro. Eh bien non. Donc finalement, tout ça était peut-être un leurre. Il y aura une véritable bataille entre la France insoumise et le Front National pour être un véritable groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, Eddy Fougé ? Oui, alors, selon les projections, il y aura peut-être 3 oppositions. On parle beaucoup des relents de 4e République. C'est ce que disait Édouard Philippe encore ce matin. Voilà, donc qu'il fallait éviter de son point de vue. Il y aura sans doute une opposition. Alors, du côté des Républicains, il risque d'y avoir 2 groupes, avec un groupe effectivement de Républicains compatibles. Quand on a vu effectivement la réaction d'Alain Juppé à la nomination d'Édouard Philippe, il a dit qu'il soutenait les Républicains, mais si les Républicains n'étaient pas majoritaires, ils ne seraient pas nécessairement dans une opposition, un obstacle et une opposition de blocage par rapport au gouvernement. Et donc, il y aura certainement un groupe républicain plutôt autour d'Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, donc beaucoup plus dur. Il y aura effectivement, alors il faut voir, là, il y a des projections, mais du côté de la France insoumise, ils n'auront peut-être pas autant de députés que les 20% qu'a pu avoir Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Et du côté du Front National, là aussi, il y a un certain nombre de projections qui sont faites, peut-être 30, 40 députés. En tout cas, ils auront un groupe. Ils auront peut-être autant de députés qu'en 1986. Donc, à l'Assemblée nationale, ça ne sera pas nécessairement les plus grosses oppositions, mais ça sera des voix assez fortes. D'autant plus si Jean-Luc Mélenchon gagne à Marseille et si Marine Le Pen gagne à Hénin-Beaumont. Ouais. Et pour le MoDem, quelles sont les projections, Bruno Jambard ? Alors c'est un peu difficile pour l'instant pour le MoDem parce qu'ils sont noyés dans ce groupe En Marche et donc il est encore un peu tôt pour essayer de comprendre au sein de ce groupe En Marche combien pourrait être issu du MoDem. Mais il est évident qu'en tout cas, ils auront une place qu'ils n'ont pas eue et qu'ils n'ont quasiment jamais connu depuis que François Bayrou est à la tête de ce mouvement, que ce soit le MoDem ou l'UDF avant. Ce qui va être intéressant... Il a toujours rêvé d'un groupe parlementaire, François Bayrou. Oui, alors il n'y aura pas un groupe parlementaire parce que je doute quand même que le MoDem fasse une sorte de sécession au sein de En Marche. Ça va être un bloc parmi ces députés En Marche. Mais ce qui est certain, c'est que on va effectivement avoir quelque chose d'un peu inédit. On n'aura pas une majorité, une opposition comme par le passé. On aura probablement une majorité et puis des oppositions. Probablement une grosse opposition qui sera celle des Républicains. Alors, est-ce qu'ils se scindront en 2 groupes ? Est-ce qu'ils resteront dans le même groupe, mais que certains voteront des textes ? Et puis des petits groupes. Parce que ce qu'on peut penser, c'est qu'à la fois les socialistes, le Front National et la France Insoumise auront peut-être des groupes, mais des petits groupes qui pourraient être compris selon les forces entre 15 et 30 députés. Mais la majorité présidentielle sera là pour soutenir l'action gouvernementale. Un point important sur comment fonctionnerait cette majorité présidentielle. On a vu l'épisode quinquennat Hollande assez catastrophique, avec une opposition dans la majorité. Avec les frondeurs. Oui. Est-ce qu'une majorité Macron, République En Marche, fonctionnerait de façon plus homogène ? Et deuxième question, pour le gouvernement, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez quand même des gens de droite, de gauche, du centre et société civile. Est-ce qu'il y aura plus de cohérence que sous, par exemple, Jean-Marc Ayrault, souvenons-nous, où là c'était les couacs toutes les semaines, avec des fortes personnalités. Mais moi je pense que justement la cohérence idéologique,
idéologique, elle sera sans doute plus forte avec une majorité Macron, et y compris dans ce gouvernement. Il y aura une discipline majoritaire finalement qui va se faire. Je pense qu'entre le centre droit et le centre gauche, il y a beaucoup plus de points communs qu'entre le centre gauche et des gens qui sont proches de Jean-Luc Mélenchon, comme les frondeurs. Donc cette clarification idéologique, normalement, elle devrait avoir suscité un travail gouvernemental et législatif plus cohérent. Je dis bien devrait, parce que déjà on voit des petits couacs. Je ne sais pas si vous avez noté la nouvelle ministre Annick Girardin qui n'est pas d'accord pour baisser de 120 000 le nombre de fonctionnaires de 120 000 postes. Donc c'est toujours pas évident à organiser. Mais quand même, idéologiquement, il y a un nouveau ciment, je pense. Eh bien, merci à vous Thierry Fabre, merci Bruno Jambard, merci Eddy Fouget d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée et à demain, 18h.